Le face-à-face. L'intégrisme musulman est-il en train de noyauter la société et l'État ? Faut-il se méfier, redouter et voir combattre certains réseaux islamistes qui aujourd'hui constituent probablement une sérieuse menace pour la République ? On en discute avec Florence Bergeau-Blacker. Vous êtes anthropologue, vous êtes une scientifique universitaire, vous n'êtes pas une militante politique, au CNRS, et vous travaillez notamment au laboratoire du groupe Société, Religion, Laïcité de l'EPHE. Vous avez commis différents ouvrages, Cacher cet islam. Je suppose qu'il faut finir la phrase même que je ne saurais voir. Le djihad par le marché, aspect du problème assez intéressant. Et puis le dernier, c'est le frérisme par ces réseaux. Donc il y aurait des réseaux des frères musulmans. Étonnante situation. Il faut attendre les travaux d'une anthropologue, d'une universitaire, pour être informé de tout cela, ou vous avez totalement affabulé, il se passe rien, tout va très bien, vous avez du temps à perdre, donc vous avez décrété qu'il y avait des réseaux islamistes qui étaient en train de noyauter l'État. Oui, vous avez raison de préciser d'où je parle, parce que effectivement, quand vous parlez de ces questions qui fâchent, de l'islam et en particulier de l'islamisme, du marché halal, tout ça entraîne un certain nombre d'agitations. Et on vous suspecte effectivement d'être islamophobe, d'être raciste, d'être blanc, etc. Vous êtes controversé d'ailleurs, vous avez eu des attaques, enfin voilà, on vous a reproché. Voilà, la seule chose qui est vraie, c'est que je suis blanche et ça ne me pose aucun problème. Mais voilà où est-ce qu'on en est arrivé dans le niveau de ce débat. Je suis chargée de recherche au CNRS, je le suis toujours, je continue mes recherches sans problème, mais évidemment, quand je dis sans problème, c'est sans soutien. Sans soutien de l'université, où je ne peux plus aller maintenant depuis 2 ans. À ce point. Suite à la parution du frérisme. Le frérisme et ses réseaux, c'était il y a 2 ans. Là, celui qui vient de sortir s'appelle le djihad par le marché. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la question du halal et j'ai repris en fait les éléments de mes recherches après donc la publication du frérisme, parce que j'avais une vision plus claire, en tout cas, de la partie que j'avais pas développée avant, qui était les raisons pour lesquelles les mouvements islamistes s'étaient intéressés à ce marché. J'avais beaucoup travaillé sur les raisons, disons, du business et des grands groupes qui se lancent dans le marché halal, sur l'histoire aussi de ce marché dont personne ne parle dans le monde. Je crois que les travaux que je mène sont les seuls qui sont menés dans le monde sur vraiment la progression, d'abord l'invention de ce marché dans les années 1980 et ensuite son extension, sa progression. C'est le seul ouvrage qui parle de ça et qui traite à la fois des intérêts marchands et des intérêts religieux. Alors vous êtes né à Bordeaux, en Gironde, vous êtes une anthropologue, une universitaire. Je vais dire, votre carrière d'universitaire aurait pu vous conduire à d'autres études. Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, conduit à vous pencher, à vous intéresser plus particulièrement et à, du coup, aller dans l'investigation, dans l'enquête pour savoir vous sortez un peu d'anthropologie, c'en est quand même malgré tout un petit peu. Là, vous allez sur un terrain, évidemment, qui est d'actualité, qui est la politique, qui est sur les enjeux de relations internationales, le terrorisme, l'islamisme. Qu'est-ce qui fait que vous avez été à un moment donné, à ce point inquiète que vous y consacriez autant d'énergie, autant de temps? En fait, non, c'est pas exactement ça. En fait, je suis complètement dans ma discipline. L'anthropologie, c'est une discipline qui étudie les cultures, leur transformation, les normes sociales, etc. Donc, je suis complètement dans ma discipline. Le fait que ce que je raconte soit politisé, ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Après, c'est vrai que, et notamment après le frérisme et ses réseaux, et encore plus peut-être avec le djihad aujourd'hui, le djihad par le marché aujourd'hui, je me positionne parce que je pense qu'il y a un vrai danger pour nos démocraties. Et moi, je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs que dans une démocratie, et je sais que on fera pas de recherche universitaire sans démocratie. Donc, c'est vital, c'est existentiel pour moi ce combat-là, mais c'est pas un combat que je mène avant d'avoir bien démontré ce sur quoi je m'appuie. Ce que je fais, ce que j'écris, ce sont des démonstrations, ce sont autant que possible des travaux qui s'appuient sur d'autres travaux. Donc tout ça donne, disons, à ma parole un certain crédit.
Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à ceux qui, depuis des années, soutiennent le mouvement frériste, le mouvement islamiste, mais je définirais peut-être le mouvement frériste. On va dans la précision ensuite les différents stades. Et donc, les attaques sont permanentes, le harcèlement et les menaces qui m'ont amené à être sous protection policière depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a un fait précis ou un élément factuel qui a attiré au départ votre attention en disant là, il y a un vrai problème, ça commence à constituer un... En fait, je suis pas arrivée avec un problème, je suis arrivée avec une curiosité. J'avais eu une carrière d'informaticienne jusqu'aux années début des années 90 et j'avais envie de faire de l'anthropologie, c'est ce dont j'avais toujours rêvé, mais j'avais pas eu la possibilité de payer mes études. Donc là, j'avais assez d'argent pour payer mes études. Et je me suis engagée dans la voie de l'anthropologie sans idée préconçue sur le sujet, le terrain que j'allais choisir, comme on dit chez les anthropologues. Et j'avais plusieurs choix et j'ai choisi de travailler sur la mosquée de mon quartier. J'habitais à cette époque le quartier Saint-Michel et il y avait une mosquée. Il y avait 2 mosquées, à Bordeaux. Très beau quartier, avec une église magnifique. Voilà, très beau quartier. Mais déjà, on voyait la présence musulmane s'accroître. Et c'était 3 ou 4 ans après l'affaire des foulards de Creil. À cette époque-là, j'avais pas la télévision, mais j'en avais entendu parler et je m'étais dit, mais enfin, quand même, c'est vrai qu'on s'est pas intéressé à ce mouvement de l'intérieur. On l'avait politisé, on avait dit, est-ce qu'il faut que ces fillettes voilées à l'école du collège de Creil, est-ce qu'il faut les garder en classe voilée ou est-ce qu'il faut les mettre dehors? La question de l'éducation, la question du développement, la question de l'aide aux personnes défavorisées, tout ça avait été placé dans ce registre-là, mais on n'avait pas... Je me souviens du quartier Saint-Michel il y a 30 ans, j'allais avec des amis bordelais. Je ne vais pas dire que c'était folklorique, c'était un endroit exotique. On allait, il y avait des gens d'Afrique du Nord, du Maghreb. Alors surtout, il y avait à l'époque, il y avait un remplacement de population. Oui. C'était une population espagnole et portugaise, et peu à peu, des Maghrébins sont arrivés. Ce sont les Maghrébins qui sont installés. Comme une entité assez sympathique, qui était une des spécificités sociologiques de la ville de Bordeaux, et tel qu'on le voyait, on disait tout se passe très bien. La preuve, on peut vivre en communauté. Et voilà, c'est ça. Mais c'était aussi ce qu'il fallait dire. En réalité, ça se passait pas si bien que ça. Tout ça a évolué. Mais ça en a réalité, peut-être très gentiment commencé, on est d'accord. Oui, mais même, moi je me souviens, on parle d'il y a plus de 30 ans, que même pour une femme seule se balader à Saint-Michel, c'était pas possible après Ensuite, 8 heures. Petit à petit, les codes musulmans se sont installés. Mais je dirais que... Et on en faisait son... c'est comme ça, même. On était assez conformistes à l'époque. On nous disait déjà, ce qu'on continue à dire, c'est que au fond, c'est des personnes qui viennent d'arriver, elles ont des mœurs et des cultures spéciales, il faut attendre qu'elles s'intègrent, qu'elles s'assimilent, etc., pour que tout aille bien. Comme on l'avait vu souvent dans le passé avec d'autres communautés, admettons. Ouais. Donc ce harcèlement des jeunes femmes, malheureusement, je l'ai connu aussi à cette époque. C'est pas nouveau, mais on n'a rien fait. Et évidemment, ça s'est aggravé parce que c'est une question de nombre. Mais c'est aussi une question de diffusion de la norme islamiste, qui est une norme qui considère que les femmes sont effectivement inférieures. Mais il y a une prééminence de l'homme sur la femme, c'est la façon dont ils le disent. Il y a aussi une division sexuelle de l'espace, c'est-à-dire vous n'avez rien à faire quand vous êtes une femme à être dehors, et du travail, c'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui sont faites pour les femmes, c'est d'autres tâches qui sont faites pour les hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est diffusé, notamment par tradition, mais aussi avec l'arrivée des frères musulmans. Quand on en arrive là, l'intégration est freinée. Elle ne fonctionne plus. Oui, et d'ailleurs, je me souviens que même à l'université, il ne fallait plus parler d'assimilation. C'était un mot tabou. Il fallait parler d'intégration, voire d'insertion. Intégration, assimilation, voilà. Voilà. Et en fait, c'était de plus en plus protecteur d'une communauté. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on avait un modèle assimilationniste, le modèle républicain, mais qu'au fond, le modèle de l'avenir, c'était le modèle britannique, ou en tout cas la représentation qu'on en avait, qui était le modèle communautariste. Ils l'ont payé cher aux Ils l'ont payé cher. Ça ne veut pas dire que il y a des endroits où ça a pu peut-être ne pas créer de déséquilibre, même sans que ce soit idéal. Il y a des endroits où ça a été vraiment conflictuel. Oui, d'ailleurs, ils commençaient déjà à être critiques à l'époque, mais on n'en parlait pas. Il y a une différence entre les recherches à l'université et puis ce qu'on disait à la radio, à la télé, c'était très différent. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase où les musulmans qui arrivaient d'Afrique du Nord ou d'autres pays de l'Orient
venaient pacifiquement pour vivre leur vie dans le nouveau pays où ils arrivaient. Et puis il y a eu la donne à un moment donné où ils sont venus, certains sont venus avec la volonté, conforme à certains des codes de l'islam, d'évangéliser, entre guillemets. Absolument. Donc non pas d'évangéliser, mais de convertir, et avec une conversion qui n'était pas forcément avec des vocations pacifiques. Absolument. Les premières générations de l'immigration veulent s'assimiler, c'est très clair, et les femmes en particulier ont tout intérêt à s'assimiler pour sortir du contrôle communautaire, du contrôle familial. Donc ça, c'est... Mais à partir des années 80, quand les frères musulmans viennent s'installer, qui vont ensuite ouvrir la voie d'ailleurs aux salafistes, plutôt venus d'Algérie, là, les choses vont changer. Ils vont leur rappeler leurs devoirs de femmes, leurs responsabilités par rapport à une communauté qui doit se reproduire. C'est-à-dire que il faut enseigner l'islam aux plus jeunes. Et pour cela, les femmes ont un rôle essentiel pour qu'ils ne deviennent pas délinquants, mais qu'ils restent des bons musulmans. Nous discutons très sereinement avec Florence Bergeaud-Blaquer du risque d'infiltration des réseaux musulmans dans la société et dans l'État. Appelez-nous, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous nous appelez à Sud Radio au 0826 300 300. On attend vos appels pour avoir vos avis. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec l'anthropologue Florence Bergeaud-Blaquer et nous dissertons très, très sereinement sur les risques d'infiltration des réseaux islamiques dans les appareils de l'État, dans la société. Florence Bergeaud-Blaquer est auteur notamment le djihad par le marché. On va revenir sur cet aspect-là. Juste avant, le concept qui est au cœur du débat républicain depuis pas mal d'années. Est-ce que le Coran, tel qu'il est, texte donc sacré, écrit en plusieurs étapes, qui reprend des citations directes du prophète Mahomet, est-il aujourd'hui, dans sa lettre et dans son esprit, compatible avec les lois de la République, de celle de 1789, de notre Constitution ? Alors déjà, le Coran ne reprend pas les paroles de Mahomet. Le Coran, c'est la parole de Dieu descendue à travers Mahomet, mais qui est dans un état spécial pour reproduire ces paroles. Donc c'est la parole de Dieu descendue en arabe. Texte sacré immodifiable, puisque c'est la parole de Dieu, on n'y touche pas. Exactement. On n'a aucune preuve que ce soit le cas, mais c'est la parole de Dieu, donc on n'y touche pas. C'est comme ça, en tout cas, dans l'univers musulman, qu'on pense les choses. À la question de l'incréation ou de la création du Coran par l'homme, etc., est une question aujourd'hui quasiment fermée, tabou, c'est dommage. Pourtant, sa rédaction s'étale presque sur 2 siècles, le Coran. C'est ça, et ce serait intéressant qu'il y ait un débat à nouveau sur cette question, mais pour le moment, c'est bloqué, et ça fait partie de l'hégémonie, des raisons de l'hégémonie du fondamentalisme, et en particulier des frères musulmans. Et puis il y a le Coran, je précise, il y a le Coran de la période Médine où Mahomet est en oppression, donc on est plutôt sur un texte d'ouverture, et ensuite il y a le Coran de la période mécoise. Oui, c'est le contraire. Pardon, c'est le Coran de la période de la Mecque où il est opprimé, donc il est plutôt sur une ouverture aux autres, alors que le Coran de Médine est un Coran de doctrine politique et guerrière, et là on a... En tout cas les versets, il n'y a pas deux Corans, ce sont les versets qui correspondent, mais en tout cas, en plus du Coran, ce qui est un livre relativement pas très long, il y a la Sunna, et là la Sunna c'est l'ensemble, ce sont les hadiths, ce sont des recueils de tous hadiths. Les textes là du coup. Et les hadiths sont les paroles et les actes du prophète rapportés par des chaînes de transmission. Évidemment, il y a un souci de la conservation qui est très fort chez les musulmans. Il faut pas bouger le texte, il faut se concentrer sur ce qu'a fait le prophète, qui est le modèle parfait. On doit l'imiter en tout. Donc même si vous ne pratiquez pas les prières, les 5 piliers de l'islam, vous devez autant que possible imiter ce qu'était le prophète. Donc par principe, l'islam ne peut pas avoir de concile, de relecture, de revisite. Il faut qu'il se donne les moyens de l'avoir, mais aujourd'hui, on ne va pas dans ce sens-là. Personne n'a jamais osé. Même est-ce qu'il y a eu quelques relectures, même au Moyen-Âge, à la période d'ouverture des Omeyyades non, il y a un grand travail de fait. Il y a un grand travail qui a été fait à partir notamment au détour du 19e, 20e siècle, dans cette période qu'on a appelée revivaliste, où les musulmans dominés par l'Empire britannique et l'Empire français se sont interrogés sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient appris des anciens, etc. Donc il y a eu une période d'autocritique très importante et qui a donné des choses très intéressantes.
Mais parmi tout cette alors, le Coran et la République, voilà, pour aller sur un sujet précis. Le Coran, ça suffit pas pour caractériser l'islam, puisque je vous ai dit, en plus du Coran, il y a la Sunna, des traditions, etc., textes, plus la jurisprudence. Enfin, c'est colossal. Et puis, ça a été l'objet de débats pendant des siècles. Donc, la question est de savoir si les théologiens sont en capacité aujourd'hui de relire leur texte pour l'adapter au contexte. Or, aujourd'hui, avec les frères musulmans, on voit plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils relisent les textes pour essayer d'adapter le contexte au texte. Donc du fondamentalisme. Donc c'est ce qu'ils appellent l'islamisation de la modernité. Mais c'est un retour au fondamentalisme. Bien sûr, ça fait partie de la salafia, c'est-à-dire du retour au fondamentalisme, tout à fait. Alors est-ce que c'est compatible? Ça dépendra d'eux. Et puis ça dépendra aussi, et ça c'est ce que je montre dans le halal le djihad par le marché, ça dépendra aussi de notre capacité de résister aux appels du marché qui voudrait donc utiliser les normes religieuses pour vendre plus. Parce qu'évidemment, ça va pas faire, ça fait peut-être nos affaires ou les affaires de quelques marchands, mais ça va pas faire nos affaires sur le plan sociétal. Quand Decathlon diffuse le hijab running, eh bien, il ne fait pas que vendre un produit, il vend de la norme. Il propose de la norme au public. Les femmes doivent être couvertes quand elles font du sport, ou elles peuvent l'être et c'est légitime, etc. Donc, ça va dépendre aussi de notre capacité de savoir exactement à quel islam on a affaire et s'il faut l'arrêter ou pas. Pour le moment, on est en roue libre, on va dire, par rapport à ces phénomènes d'islamisation. La législation et la réglementation française, et peut-être dans d'autres pays européens, mais enfin pour la France, établit des codes précis au-delà duquel on ne peut pas aller sur des produits commerciaux, sur des slogans publicitaires ou des slogans commerciaux. Il y a des formulations qui ne sont pas conformes aux lois de la République ou au droit français. Là, c'est pas le cas. Dans le marché halal, on n'est pas là-dessus. D'abord, il faut expliquer les origines du marché halal. Le halal n'existe pas dans les pays musulmans. Tout est halal. Pourquoi? Parce que halal veut dire licite. Tout est licite. On ne fait pas des choses interdites, on ne produit pas des choses interdites. Le problème se pose Ce sont surtout des codes alimentaires? Oui. Le problème se pose quand le monde musulman rencontre le monde non musulman. Alors que ça soit pour les exportations qu'on va faire dans les pays musulmans, est-ce que ces produits sont licites? Là, les musulmans vont commencer à s'interroger. Et aussi, quand l'immigration musulmane arrive dans un pays occidental, est-ce que il pose la question dès le départ? On voit la première fatwa du Transvaal en 1908, je crois, où un individu... Afrique du Sud. Voilà, c'était exactement en Afrique du Sud. Un musulman dit, est-ce qu'on a le droit de manger la viande qui nous est offerte ici? Et à cette époque-là, on répondra oui, tout à fait, ce sont des chrétiens. Et il y a une sourate, la sourate 5, le verset 5 de la sourate 5 qui dit « La nourriture des gens du livre est licite, elle est permise, elle est halal ». Donc c'est clair. Et puis les années passent, le mouvement des frères musulmans, l'islamisme, le revivalisme islamiste cette fois-ci qui arrive et qui va qu'on va voir se déployer notamment ou en tout cas vaincre en position de conquête conquête du monde. Le premier symbole, c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir en Iran. Et ce que fait l'ayatollah, c'est de dire nous n'importerons plus de viande des pays occidentaux parce qu'elle n'est pas licite pour nous. Elle est corrompue. Enfin, il en rajoute un peu. Et il l'interdit. Et évidemment, ça pose des problèmes d'approvisionnement. Donc finalement, il va se raviser et il va envoyer des mollahs vérifier en fait la production de viande dans les pays occidentaux. La conformité. Il va établir une conformité alimentaire avec les normes coraniques chiites, en l'occurrence. Oui. Et donc ces mollahs vont islamiser en fait les chaînes d'abattage industrielles. Ils vont pas amener les façons de faire d'autrefois ici en Europe. Ils vont islamiser. Les abattoirs qui sont donc grosso modo ils vont dire voilà, il faudra tourner l'animal vers la Mecque, il faudra aiguiser son couteau, il faudra éviter que l'animal ne souffre, mais en même temps ils sont pas tout à fait sûrs qu'ils vont utiliser l'étourdissement parce que les rabbins ne l'utilisent pas. En fait, ils vont copier un peu le mode d'abattage de la cache-route qui existe déjà et appeler ça le halal. Donc ce mode opératoire industriel, c'est ce qu'on va appeler halal. Et avant cela, on n'en parle pas. Après cela, on commence à parler du halal. On va produire de la viande halal pour
non seulement les exportations, mais les musulmans qui sont qui est devenu un label aujourd'hui halal. Alors on dit mode confessionnel si on veut utiliser des termes plus prudents, mais le halal aujourd'hui est un label commercial reconnu par certains consommateurs. Alors c'est un label de fait, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. Il y a des consommateurs qui ne veulent que du halal et qui attendent d'avoir la certitude d'avoir ce label. Voilà, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un abattage industriel comme tous les abattages, seulement que l'animal n'est pas étourdi. Voilà, donc ils ont l'impression, parce que vous savez, quand vous produisez une nourriture, vous faites tout un roman autour, une tradition, vous expliquez que c'est très ancien, etc. Bon, ça appartient à la publicité. La vérité, c'est que c'est un abattage industriel qui a été islamisé. On a l'impression que ça interpelle peu certaines associations qui se battent contre la souffrance animale. Si, quand même. Mais permettez-moi juste d'ajouter. Donc, l'islamisation, c'est quoi en l'occurrence? C'est que toutes les musulmans, quand je leur posais la question dans les années 90, me disaient, moi je ne mange pas de la viande des supermarchés ou de la boucherie conventionnelle parce que la viande n'est pas égorgée. Ils avaient le sentiment, et c'est encore une croyance qui persiste, que les animaux dans les abattages industriels sont tués d'un coup de pistolet et c'est tout. Non, tous les animaux sont saignés, mais avec ou sans étourdissement. Et la loi permet une dérogation à l'étourdissement. Donc en fait, les musulmans ne font qu'utiliser une loi qui est destinée aux religieux. Nous sommes avec Florence Bergeaud-Blacker et voilà, nous faisons le tour de France, des moyens par lesquels les réseaux islamistes peuvent pénétrer et infiltrer l'État. On se retrouve dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 14h si vous souhaitez réagir. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Florence Bergeaud-Blacker, vous venez de publier Le djihad par le marché aux éditions Odile Jacob. Vous parliez tout à l'heure du halal, du marché du halal qui représente, je le rappelle, en 2025 en France, un chiffre d'affaires estimé entre 7 et 12 milliards d'euros, ce qui est énorme et c'est beaucoup plus que le marché du bio, par exemple. Quand on pense, par exemple, à Five Guys qui est passé au halal et qui a supprimé l'alcool de ses menus très récemment, quand on pense à Quick aussi qui est passé au halal, mais totalement halal, depuis 2021, c'est une forme de djihad, ça ? Alors, pour bien comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le halal n'est pas une culture, n'est pas une tradition. En fait, c'est une norme de pureté. Quand elle s'installe dans un magasin, comme Five Guys, dans un fast-food en l'occurrence, quand elle s'installe, elle doit faire d'abord du ménage, c'est-à-dire enlever tout ce qui est impur. Ah oui. Donc même si ça veut dire licite, petit à petit, sur le marché, ça devient de plus en plus l'équivalent de pur. Donc résultat, on va supprimer l'alcool parce que c'est une impureté, disons, morale. Et on va aussi protéger les viandes halal et les produits qui y sont de tout contact avec le bacon. Ils ont fait la publicité, c'était très intéressant. Ils ont expliqué qu'il y aurait quand même du bacon, parce qu'on essaye d'être inclusif, etc. Il va partir bientôt, ça ne fait aucun doute. Mais on va prendre des précautions en faisant cuire le bacon pour que jamais il ne contamine le reste. Donc, cette idée de contamination, qui est une idée qui appartient aux civilisations du pur et de l'impur, les anthropologues savent ça, est complètement inconnue chez nous. Et donc la façon dont on le lit, ça traduit en fait notre impossibilité de penser cette structuration d'une société autour du pur et de l'impur. Pour nous, c'est l'égalité, l'individu, le collectif, etc. Mais le pur et l'impur, ça fait pas partie de notre civilité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de problème à serrer la main d'un homme ou quand on est une femme. Vous voyez, donc le fait de couvrir la femme parce qu'elle est impure, etc. Ça fait partie de cette norme-là. Et donc nous, sur le marché, ça devient, d'après les marchands qui aiment bien faire la publicité et qui veulent gagner de l'argent, c'est leur métier, ils expliquent que c'est l'inclusif, c'est le modèle inclusif du halal, que c'est pour que tout le monde partage les mêmes repas, etc. C'est exactement l'inverse. Et petit à petit, ça avance dans ce sens-là. Et c'est là qu'il faut se réveiller, c'est là que mon livre peut expliquer justement comment ça s'est produit, comment aujourd'hui, on n'a pas que les viandes qui sont halal, on a des espaces halal, on a des hôtels halal, on a de l'eau halal, etc. Parce que à partir des années 90, la Malaisie, qui était dans un programme d'islamisation de son économie, a demandé au Codex Alimentarius, qui est un organisme de gestion en fait des normes alimentaires pour le marché, de l'OMS et de la FAO, donc des organismes internationaux, qu'il y ait des directives qui définissent ce qui est halal.
Donc maintenant, à partir de là, les marchands pouvaient donc définir ce qui était halal, non seulement en termes d'abattage des animaux, mais aussi de contenu des aliments. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient déclarés illicites, donc haram, interdits, tous les aliments qui contenaient du porc, de l'alcool ou des protéines non rituelles à dose infinitésimale. Comme il y en a partout, dans les colorants, les exhausteurs de goût, etc., eh bien, il y avait de quoi faire un marché halal, puisque si je décide que ce fromage qui contient de l'alcool, ça arrive, eh bien, je vais pouvoir créer une gamme de fromages halal qui ne contiennent pas d'alcool. C'est improbable. Et tout est comme ça. Et c'est de cette façon, par le jeu du pur et de l'impur, de la contamination, que le marché halal s'est étendu jusqu'à protéger les musulmans de tout contact avec l'impureté morale, j'insiste, et physique. Florence Bergeau-Blaclair, quels sont les réseaux aujourd'hui qui contrôlent ce marché halal? Ils sont identifiés, ils sont spécifiques? Alors là aussi, c'est une question très intéressante parce que les gens croient généralement que le halal, c'est fait par les musulmans pour les musulmans dans une espèce de bulle, disons, communautaire. Ce n'est pas ça du tout. Le halal est produit par nos industries et il est certifié par un groupe de musulmans, alors des certificateurs qui font de l'accréditation, donc un très très petit nombre, qui mettent finalement à leur service nos industries, nos magasins, etc. J'écoutais Michel-Édouard Leclerc qui expliquait sur BFM, je crois en septembre, il disait « Toute personne, quelle que soit sa culture, a le droit d'acheter moins cher ». Et donc se proposer d'introduire du halal dans ces magasins. Alors il dit, il y a des coûts à prendre, on n'en saura pas plus, mais on pourrait le faire. Donc cette espèce d'enthousiasme des marchands qui ne connaissent strictement rien à ce que fait le halal, à ce que veut le halal et par qui, en fait, il est promu, est très inquiétant parce qu'ils se mettent au service d'une idéologie islamiste dangereuse. Nous sommes avec Luc qui nous appelle du Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Perico. Faut que vous soignez Perico. Oui, un petit rhume, changement de saison. Bonjour madame. Bergeau-Blaclair, on vous écoute Luc. Bonjour madame. Madame, déjà, comme beaucoup de gens, je voudrais vous remercier de vos travaux qui sont salutaires et qui défient les yeux de beaucoup de gens. Merci. Ne pensez-vous pas que dans notre lutte contre l'islamisme, il serait intéressant de brimer un petit peu cet extensionnisme du halal et de faire en sorte que ça soit considéré comme une parallèle à l'invasion de l'islamisme. Ah oui. Est-ce qu'on peut comparer le halal à une invasion est-ce qu'on peut brimer islamiste? Est-ce que Luc demande s'il y a des moyens de brimer cet expansionnisme halal. Je pense en effet qu'il faut réduire cette expansion, ça c'est sûr. Il faut l'empêcher parce que, comme je vous l'ai dit, elle produit des cultes, enfin des groupes séparés. L'idée des musulmans et de la pureté, et puis des autres impurs. Donc évidemment, ça je vous parle dans l'inconscient aussi des gens. Il faut le réduire et pour ça il ne faut pas collaborer. Il est évident que si vous voulez absolument faire du profit au nom de la multiculturalité, de l'inclusivité, etc., et qu'en fait vous faites le jeu des gens qui divisent profondément la société, là ça relève de la responsabilité sociale des entreprises. Après tout, on leur demande de ne pas polluer, il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire en tant qu'entreprise, donc c'est le privé peut être impliqué. Ça relève de ça. Il faut qu'ils s'informent sur le halal, il faut qu'ils comprennent dans quoi ils rentrent. Qu'elle peut être manipulée, éventuellement, ou désinformée. Le fait est que le halal est un problème tel qu'il est, puisqu'il divise le monde entre pur et impur. Et que quand vous introduisez ça dans une société qui n'est pas faite pour ça, vous créez du désordre. Et vous facilitez en fait l'arrivée d'idéologies théocratiques qui ne sont pas compatibles avec la démocratie. Donc oui, il faut l'empêcher, et pour ça je pense qu'il faut former les marchands qui ne regardent que leur profit à long terme. De toute façon, ils le paieront un jour ou l'autre, parce que quand Leclerc va proposer du halal dans ses rayons, les musulmans vont venir, et puis après ils vont trouver que c'est pas tout à fait assez musulman, qu'il y a un peu trop de proximité avec la charcuterie, etc., etc. Et quand H-Market, qui est un magasin dédié au halal, va s'installer à côté, il va prendre tous ses clients. Voilà ce qui va leur arriver. Ou alors il faudra que Monsieur Leclerc se convertisse.
Nous sommes avec Florence Bergeau-Blaclair et voilà, nous sommes en train de voir aujourd'hui comment se méfier du halal qui est un petit peu envahissant. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Florence Bergeau-Blaclair, vos propos, vos recherches, vos ouvrages, qui auraient pu vous attirer au contraire la considération et l'attention, vous ont plutôt valu de la réprimande, de la polémique, voire quelquefois même des condamnations morales. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de considération pour mes travaux, mais il faut sortir de l'université. C'est ça qui voilà, mais je parlais des pouvoirs publics. Est-ce qu'on vous a dit merci de ces informations ? Nous allons tout de suite nous appeler. Oui, je pense que j'ai beaucoup de soutien. D'ailleurs, je fais des conférences partout, sauf dans le milieu académique, mais c'est pas tout à fait surprenant. On a vu pourquoi depuis le 7 octobre, ça s'est manifesté. Ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme antisémite s'est manifesté. Donc non, en dehors de l'université, j'ai beaucoup de soutien. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Je ne sais pas exactement, parce qu'il n'y a pas d'argument. Donc ce qu'on dit, en fait, j'ai un peu tapé dans la fourmilière quand j'ai dit attention, le frérisme, c'est pas un communautarisme, c'est un communautarisme qui a un objectif. On parle bien des frères musulmans. Voilà. Et là, j'ai parlé des frères musulmans. J'ai dit, ils n'ont pas perdu leur volonté de conquérir la planète parce qu'ils l'ont écrit. C'est dans leur doctrine. Ils le font, c'est dans leur doctrine. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai dit aussi que la gauche était un peu l'allié utile, pour être poli, de ce mouvement-là, et qu'elle jouait un rôle très important. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi un peu... Là, je suis plutôt sur l'islamo-droitisme. Oui. On voit qu'il n'y a pas que la gauche, il y a aussi les marchands. Il y a aussi l'intérêt, les libéraux et les néolibéraux qui finalement jouent un rôle dans la diffusion de cette doctrine salafiste politique. Vous voulez dire qu'on peut faire du fric avec l'islam, quelque part, voilà. En tout cas, pendant un moment. Mais ceux qui jouent à ce jeu-là seront, à mon avis, sévèrement... il va y avoir un backlash, comme on dit. Aujourd'hui, quel est le niveau, là, plus concrètement, de prise de conscience au niveau des pouvoirs publics ? Il y a déjà... Est-ce que, vos ouvrages ont permis d'ouvrir les yeux à certaines autorités qui n'avaient rien vu ? Est-ce que vos ouvrages ont interpellé une partie de la classe politique ? Alors, il y a ceux, évidemment, qui vous fustigent, mais il y a peut-être ceux aussi qui vous disent, il serait peut-être temps de regarder de plus près ce que Florence Bergeau-Blaclair nous explique. Et est-ce que vous sentez qu'à un certain moment, il y a des mesures qui peuvent découler, des prudences ou des prises de position? On le fait bien sur Chine, hein. Oui, les plateformes, attention, les petits colis, c'est tragique. Est-ce que sur ce que vous dénoncez, il y a eu un début de prise de conscience de la part, j'allais dire, de l'appareil public en général? Au niveau national, il y a eu ce rapport sur les frères musulmans, qui a découlé effectivement d'un certain nombre de... autour de mon livre. Alors ça se verra peut-être plutôt en région, au niveau local, parce que ce sont vraiment les maires qui sont au contact en fait de ces problèmes, et eux me consultent très souvent, s'interrogent, mettent des barrières maintenant dès qu'ils le peuvent, mais ils ne sont pas aidés parce qu'évidemment ils vont être immédiatement accusés d'être islamophobes. Mais ça fait partie du jeu. C'est bien dans la progression de l'islamisme, il y a la volonté de faire taire son adversaire. C'est une guerre en fait qui nous est menée, une guerre psychologique pour le moment, qui de temps en temps fait quand même des morts. On a des actions terroristes, mais tout cela, faut le voir dans un ensemble. Le terrorisme, ça fait partie de cette guerre de conquête et de ce djihad en fait, qui utilise beaucoup de moyens, le marché ou d'autres. Donc il faut le voir dans cet ensemble. Je pense que ça commence à rentrer un peu dans les esprits, et c'est là-dessus qu'on avance. Et on avance peut-être encore un peu mieux en France que dans les autres pays européens, où la situation est peut-être encore pire. On est confronté depuis quelques temps, et là plus précisément avec les récents faits d'actualité, avec les narcotrafiquants, l'impact du narcotrafic sur la société. Il est dit que dans certains quartiers nord de Marseille, il y a une collusion entre les réseaux islamiques et les narcotrafiquants. Un pacte. Toi, tu fais ton commerce, mais moi, je fais la police. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a ça m'étonne pas. Dans le principe, ça ne m'étonne pas. Alors, j'ai pas étudié ça parce que j'étudie plutôt. Ce sont des policiers qui le disent. Et puis surtout, j'étudie plutôt l'islamisme légaliste, comme on l'appelle, celui qui fonctionne à l'intérieur du droit, qui ne dépasse pas les limites autant que possible. Alors ça peut arriver, mais autant que possible, il reste dans la loi. Ça veut dire qu'ils ont des avocats, ils ont des médecins. Ils ont des avocats, ils ont des médecins, ils ont des psychologues, et en fait, ils se sont développés dans tous les corps de la société. C'est ça, quand on parle de l'entrisme, l'infiltration, etc. Les réseaux sont là. Donc il y a vraiment des réseaux, vous le dites. Voilà, et ils le disent, à condition d'aller voir effectivement quand ils parlent dans leur space, comme on dit. Donc ils le disent, ils l'ont écrit. Ça vient quand même d'un certain nombre de travaux, et notamment de ceux de Youssef El-Kardaoui.
Donc ce n'est plus un secret. Maintenant, il faut prendre ça au sérieux. Notre problème, c'est notre arrogance. On ne prend pas ses adversaires au sérieux. Or, ils sont forts et ils sont intelligents. Donc si on ne développe pas l'antidote nécessaire contre de façon intelligente aussi, parce que contre l'intelligence il n'y a que l'intelligence, malheureusement ou heureusement, eh bien on se laissera faire et on n'aura rien vu de ce qui nous est arrivé. Si certaines communes aux prochaines élections municipales se dotaient d'un conseil municipal où des musulmans fondamentalistes étaient majoritaires, ça pourrait poser un problème institutionnel ou non? Oui, bien sûr, c'est déjà dans certaines communes le cas. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être majoritaire pour regardez une classe d'élèves, hein, si vous en avez 2-3 qui sont très dissipés, le professeur ne peut plus donner cours. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des agitateurs, des gens qui sont là pour semer le doute et introduire leurs idées en disqualifiant tous ceux qui expliquent leur système, leur visée, leur méthode. Ça, c'est, je vais dire, c'est l'ensemble des tendances salafistes, donc du fondamentaliste intégriste, dont les frères musulmans, pour moi, les frères musulmans sont des salafistes, mais d'un genre spécial. Dans l'islam de France, l'autre tendance des soufistes, c'est-à-dire des gens qui sont pour l'ouverture et la tolérance, qui signalent eux aussi qu'il y a dans leur coreligionnaire des gens qui se comportent pas conformes, Alors, qui sont pas conformes aux intérêts de la République. En fait, ça peut surprendre, mais moi, les soufistes que j'ai rencontrés sont plutôt du côté des fréristes, ce qu'on appelle le soufisme. Mais par contre, ceux qui sont plus critiques vis-à-vis des frères musulmans, ce sont les salafistes. Attends, il faut bien s'y retrouver. Les soufis, c'est plutôt la version ouverte et tolérante de l'islam, le soufisme. Enfin, c'est présenté comme ça. Oui, et eux seraient plutôt proches des frères musulmans, alors que les salafistes, qui sont une définition de l'intégrisme... Oui, voilà, et ça peut paraître paradoxal, mais ils ne sont pas très critiques vis-à-vis des frères musulmans, parce qu'il y a une composante soufie aussi dans le frérisme. Alors, est-ce qu'il y a un islam tolérant en France qui s'inquiète de ce que vous dénoncez? J'ai dit tout à l'heure, les frères musulmans sont des salafistes d'un genre particulier, sont des salafistes politiques, avec un projet, tandis que les salafistes purs n'ont pas de projet de conquête sur les pays mécréants. Quand un salafiste pur n'est pas destiné à vivre dans un pays hors du Dar el-Islam, comme il dit, donc ils sont obligés de rentrer dans leur pays. Ceux-là sont très hostiles généralement aux frères musulmans. Ils les trouvent opportunistes. Ce sont des innovateurs. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas dans la lignée et dans l'esprit du prophète. Je pense que le débat politique va assez vite s'emparer des enjeux que vous soulevez dans vos ouvrages et dans vos témoignages. J'espère. En tout cas, en particulier sur le marché, je pense qu'il faut, où il y a une connaissance à peu près proche de zéro, il faut vraiment commencer à s'intéresser à ça. Et j'appelle les marchands, les entrepreneurs aussi, qui veulent se lancer dans ce business-là, à être très prudent et peut-être en lisant mon livre. Et il y a des mesures très concrètes à prendre, tout en respectant bien sûr qu'on respecte la loi républicaine, mais enfin sans rentrer dans une polémique, il y a des mesures de protection à prendre, comme on les a prises pour les importations de produits asiatiques qui sont pour le coup, qui sont pas licites par rapport. Non, ça malheureusement, on ne pourra pas utiliser le droit, il faudra utiliser notre discernement et ne pas faire le jeu et ne pas s'allier, ne pas travailler, ne pas collaborer avec le halal qui diffuse dans nos sociétés quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que sont les sociétés démocratiques, libérales et séculières. Prise de conscience, pédagogie, courage politique, lucidité et surtout pouvoir s'exprimer. Et courage des entrepreneurs aussi. Voilà, et pouvoir s'exprimer librement sans être tout de suite taxé de xénophobie. Ça, c'est la base. Ou d'anti-islamisme. Vous avez encore un ouvrage en projet ou non après celui-là vient de sortir, donc je vais laisser un petit peu je pense que vous êtes en permanence recherche. De toute façon, il y a toujours des choses nouvelles. Votre situation personnelle, vous êtes... Je suis toujours sous protection. Voilà. En 2025, en République française... Mais j'ai appris que des collègues universitaires, doivent, quand elles parlent de l'antisémitisme, être protégées dans leur salle de classe. Ça, c'est nouveau. Et c'est évidemment une catastrophe, il faut en parler. Bon. Florence Bergeaud-Blaclair, merci pour votre témoignage, d'avoir été chez nous pour nous éclairer sur cet enjeu très important qui, je n'en doute pas, arrivera forcément à un moment donné au cœur du débat politique. Je pense aussi.